on regarde, quand on voit profondément ce qui se passe aujourd'hui, on est tenté de dire qu'il y a là une complémentarité, voire une continuité entre les colons d'hier et ceux d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En 62, il n'y a pas eu d'indépendance en d'autres. Hein. Alors, s'il y a d'autres questions, on préfère travailler comme ça, sinon. Abdelghani. Juste la possible enrichissement que vous avez parlé de la Kabylie, c'est-à-dire si elle peut jouer un rôle de Locomotive. Locomotive ou avant-garde. Moi, j'ai du mal à imaginer un peu la Kabylie jouer aujourd'hui, c'est-à-dire la Kabylie d'aujourd'hui. Donc, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire qui nous diffèrent d'autres régions de l'Algérie, vu le nombre de mosquées, d'islamistes, de voiles, de comportements, de mode de vie, et aussi la résignation. La résignation, c'est-à-dire dans la société, oui, c'est bien sûr. C'est vrai qu'en France, par exemple, vous avez cité le combat de la bourgeoisie, mais il ne faut pas oublier que ce combat, c'est-à-dire, n'a pas atteint toute la société, tous les occasions. Il y a encore le débat continu, il y a ceux qui sont quelque part pour l'abattage des arbres, des opportunistes aussi qui pensent. Et aussi, donc aujourd'hui, par exemple, à Okas, même si on voit, bien sûr, on s'est organisé, on a réussi à remettre en question les autorisations, là, la marche et tout, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais il ne faut pas oublier qu'à Okas, par exemple, les gens d'Okas, on a un problème d'eau. Aujourd'hui, c'est incroyable. Il n'y a pas d'eau. Les gens ont 30 litres d'eau alors qu'il y a un forage qui est fait, il est creusé, il y a de l'eau à gogo, il y a du raccordement. Et personne n'en parle. Les gens achètent des tracteurs, des citernes, même dans la campagne. Donc j'ai l'impression qu'on a affaire, que le pouvoir algérien a réussi à distribuer toutes les organisations, les partis politiques, les associations. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans la résignation. Comment voyez-vous justement la construction d'une résistance dans cet état de résignation, voilà. Surtout le problème d'eau, on fait des citernes, il y a de l'eau partout, il est fait de par exemple, et on vous dit que c'est l'hydraulique, ceci, cela. Donc on prive les gens de l'eau, des familles de l'eau. Voilà, vous attendez alors qu'on a vécu l'année passée, on l'a signalé, et on le vit toujours, et on ne sait pas pourquoi les gens n'en parlent pas, les gens ne se révoltent pas, il n'y a pas d'eau. Ça, je pense que c'est de la résignation, et je pense que pour la construction, justement, comment vous voyez la construction de résistance aux attaques justement de ce pouvoir dans cet état de résignation de la population qui préfère acheter des réserves, les bâtiments sont remplis de citernes, il n'y a pas d'eau, et l'eau des tracteurs, mais jamais il sort dans la rue pour dire j'ai besoin d'eau qui est un droit, c'est indispensable. Merci. Alors, d'autres questions, d'autres interventions? Oui. Dans une déclaration, elle a dit que la Kabylie n'a pas pu atteindre ses objectifs pour faire un tissu national. Est-ce que vraiment la Kabylie d'avoir essayé de se faire ce tissu, est-ce que c'est la cause principale, cette faille, tout d'abord? Est-ce que de démarquer carrément le tissu national, de travailler au niveau de la Kabylie, de s'autogérer, c'est la meilleure solution pour la Kabylie afin de faire un projet pilote pour les Algériens. Et merci. Donc on peut répondre à ces questions. Oui. Sur la question du colonialisme, justement, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on fasse des analyses concrètes. C'est-à-dire que si le peuple algérien s'est révolté contre le colonialisme, c'est pour avoir l'indépendance. Et c'est pas simplement pour avoir un drapeau, une monnaie, un siège à l'ONU, un président, etc. C'est aussi pour remettre en cause la spoliation coloniale. Parce que le colonialisme, ce n'est pas simplement une armée qui envahit, c'est une armée qui envahit pour voler les terres qui appartenaient à la population locale, détruire les structures sociales traditionnelles qui existaient, s'emparer des richesses, exploiter la population, etc., etc. Donc, le ressort qui a amené les Algériens à se révolter, en particulier la paysannerie, ça a été la volonté de récupérer la terre et les richesses. Et en 62, on l'a bien vu. C'est-à-dire que
d'abord, le FLN, en négociant les accords d'Évian, a fait un certain nombre de compromis, mais il a sauvegardé l'essentiel, c'est-à-dire la souveraineté de l'État sur le territoire. Et ensuite, il y a eu un processus de récupération. Par exemple, je citais tout à l'heure le cas de l'autogestion. L'autogestion, c'était quoi? C'était des ouvriers agricoles, principalement, parce qu'il y a eu quelques usines, mais c'était surtout dans les domaines coloniaux, qui se sont mobilisés pour faire fonctionner le domaine et pour empêcher que des Algériens prennent la place des colons. C'est-à-dire qu'on remplace une spoliation étrangère par une spoliation nationale. Les biens vacants, l'occupation des biens vacants, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire les gens ont pris possession des logements laissés par les Français qui étaient partis, et c'était une façon également d'empêcher la mise en place d'un marché immobilier, comme on dirait aujourd'hui, qui permet à une minorité de s'accaparer les biens de la majorité. La nationalisation des hydrocarbures, la création d'une monnaie nationale, je crois que tout ça fait qu'on a évité la spoliation. On ne peut pas dire que il n'y a pas une rupture. En 62, il y a eu une rupture. Et c'est pour ça que je pense que l'analyse qui consiste à dire rien n'a changé depuis le colonialisme et qui met simplement en avant le caractère dictatorial du régime, oublie qu'il y a eu un mouvement social qui a imposé un certain nombre de choses et qu'il y avait un mouvement national, un mouvement anti-impérialiste, qui avait combattu l'impérialisme les armes à la main et qui avait un programme aussi radical. Il avait un programme radical de répartition des terres avec la réforme agraire, de démocratisation de l'enseignement, comment on appelle ça, de santé gratuite, etc. C'est-à-dire que la spoliation, c'est ce que nous vivons depuis 35 ans. C'est le processus qui a commencé en 1980 avec l'Infiter, qui consiste à dire le socialisme a échoué, la justice sociale chacun doit penser à lui-même, il ne doit pas penser aux autres, il doit penser à s'enrichir, et voilà. Et c'est comme ça que commence le processus de spoliation, avec des avancées, des stagnations, des reculs, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a spolié, on a privatisé des entreprises qui appartenaient à la collectivité nationale. On a privatisé les terres agricoles qui appartenaient au domaine public. On va vers la privatisation de l'éducation. On a commencé avec les écoles privées, maintenant les universités privées. On a cassé l'enseignement technique. Donc maintenant, pour réparer un train où il n'y a pas la clim, eh ben, on ne trouve plus d'Algériens pour le faire. On est obligé de ramener les sociétés étrangères pour réparer la climatisation. On a cassé, on est en train de privatiser petit à petit la santé, etc. etc. Donc c'est un processus de spoliation, de libéralisation, d'insertion dans l'économie mondiale, et il s'agit de résister à ça. Résister à ça, c'est un acte profondément démocratique. Le combat démocratique doit être un combat antilibéral, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, est-ce que la Kabylie ne peut pas jouer le rôle, etc. Moi, justement, je constate qu'elle n'a pas joué ce rôle-là. C'est pas à moi de décider qui va jouer le rôle, parce que ça se décide pas, encore une fois, au niveau d'un individu. C'est des processus historiques. Il se trouve qu'à un moment donné, c'est tel ou tel mouvement qui prend le relais. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tâches. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas définir une stratégie ici, dans un débat d'une heure ou deux. C'est un travail de longue haleine qui doit se faire collectivement au niveau des partis, au niveau du mouvement, au niveau de la société. Il s'agit de construire, mais il s'agit d'avoir en tête cette nécessité et donc de réfléchir à ce niveau-là. Si on prend par exemple le mouvement syndical, on peut dire, bon, l'UGTA, tu as le pouvoir, etc. Mais on oublie qu'à l'intérieur du l'UGTA, il y a des tas de gens, des sections syndicales, des unions locales qui mènent des combats. Tout dernièrement, il y a l'union de Wilaya de Saïda qui a dénoncé le soutien de Sidi Saïd à Haddad et qui maintenant est ciblé par la direction du GTA qui essaye de les réprimer. Donc il y a des forces, hein. Il y a l'union locale bien sûr qui est connue, Tarouiba. Il y a eu les sections syndicales Kimal Hadja qui se sont battues, qui ont mené des luttes contre ArcelorMittal, contre les multinationales. Donc il y a à l'intérieur du JPA des gens qui se battent.
Ce qu'il s'agit aujourd'hui, à mon sens, c'est de construire une opposition à l'intérieur du GTA pour justement rassembler toutes ces forces-là et enrayer le travail de SAP qui est réalisé par Sidi Saïd et son équipe. Au niveau des syndicats autonomes, je pense que les syndicats autonomes ont progressé ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une phase de corporation qui était tout à fait naturelle. Moi, je pense qu'il ne fallait pas les critiquer à ce niveau-là parce qu'ils se sont constitués sur une base de corporation. Et maintenant, ils mettent en avant des revendications qui concernent tous les travailleurs d'Algérie. La retraite, ça ne concerne pas simplement telle ou telle corporation. La question du code du travail, ça